Du haut des remparts, elle regardait couler sa Garonne. Le fleuve affichait une tranquillité insolente après la fureur de ces derniers jours. Au matin, allait se jouer le destin de tous ces gens enfermés à l'intérieur de leur maison, pour un moment encore abrités au cœur de la cité fortifiée. Moneur retenait son souffle. Mais l'histoire qu'elle préférait était lorsque son grand-père lui contait le jour de sa naissance. Son père, en plus de sa charge de pêcheur, était le passeur du bac. Le bac était un bateau à fond plat qui servait à relier les deux rives du fleuve et qui donnait lieu au versement d'un droit de passage. Ce jour-là, sa mère était sur le point d'accoucher et il fallait aller chercher l'accoucheuse de l'autre côté du fleuve. Elle habitait à Tonneins-Dessous et avait été avertie le matin. Jean attendait impatiemment d'entendre le son de la cloche que faisaient sonner les personnes en demande d'un passage. Son inquiétude grandissait parce que Garonne, à cette époque hivernale, était depuis quelques heures en train de monter et le courant devenait de plus en plus fort, rendant la manœuvre du bac de plus en plus périlleuse. Quand le tintement se fit entendre, l'homme se saisit de l'aviron et partit lutter contre les flots pour une traversée qui s'annonçait des plus compliquées. Pendant ce temps, Marie voyait les contractions se rapprocher et les fortes douleurs présageaient de l'impatience de ce premier enfant à venir au monde. Les grands-parents étaient au chevet de Marie et tentaient de rassurer la jeune maman en lui contant des histoires pour distraire son attention. Sa belle-mère s'était lancée dans un récit qui retraçait la quête d'une fée à la recherche d'une fleur exceptionnelle qui avait le pouvoir de combler de bonheur la maison qui l'abritait. Pendant ce temps, le grand-père observait par la fenêtre de la maison du passeur les efforts de son fils qui venait d'atteindre la rive opposée. Il embarqua l'accoucheuse et se relança sur les flots pour faire le chemin inverse. À la maison, malgré les encouragements du grand-père qui annonçait l'arrivée imminente de l'accoucheuse et le flot de paroles de la grand-mère, toujours en quête de sa fleur, les choses s'emballèrent tout d'un coup et après quelques contractions beaucoup plus fortes, Marie poussa un énorme cri de douleur, suivi de près par les petits cris et les pleurs de l'enfant qui venait d'arriver au monde. La porte s'ouvrit avec fracas, laissant le passage à Jean qui portait plus qu'il ne conduisait l'accoucheuse auprès de son épouse. Celle-ci n'eut qu'à constater la naissance d'une magnifique petite fille qu'elle déposa sur le sein de sa mère après avoir coupé le cordon. Marie regarda avec tendresse celle qui avait grandi dans son corps et dit « En ce jour de l'an de grâce du 1er janvier 1600, Dieu a apporté le bonheur dans notre maison. Votre fée, mère, est arrivée à ses fins. Au terme de sa quête, une fleur nous a été donnée. C'est ainsi qu'elle se nommera, en souvenir de ces moments inoubliables. » Moneur et Sainte-Foy fut recommandé par Arnaud d'Escodeca, baron de Boisse, seigneur de Pardaillan. Il était protestant et s'était fait une belle renommée par ses duels. On disait qu'il avait tué 7 fois son homme. Les Monarquais réapprirent la confiance auprès d'un tel gouverneur qui s'attela dès sa prise de fonction à renforcer les fortifications de la cité. Ils portèrent aussi un vif attachement au bon roi Henri. En 1604, lors d'une désastreuse inondation de la Garonne qui dévasta la vallée, emportant 4 ponts, ravinant les chemins, laissant des traînées de galets, ruinant bon nombre de maisons. Sensible aux ravages qu'avait causé la crue, Henri IV confie à son ministre Sully. « Mon ami, pour ce qui touche la ruine des eaux, Dieu m'a donné mes sujets pour leur conserver comme mes enfants. Que mon conseil les traite avec charité, qu'on les secourt de tout ce qu'on jugera que je pourrais faire. » Une telle empathie pour les jeunes du peuple lors de ces dramatiques débordements ne fit qu'accroître l'attachement qu'on portait à ce roi qui avait rendu la paix à son pays. Ces 16 premières années de ma vie avaient vu alterner des temps de paix et des temps de bonheur, des temps de guerre et de souffrance. Mon père assurait toujours le passage du bac et son métier de pêcheur, ma mère s'occupait de la maison et négociait la vente du poisson. Mon grand-père était mort peu après la grande inondation de 1604 et la grand-mère avait dès lors cessé de conter ces merveilleuses histoires pour à son tour se laisser mourir dans les mois qui suivirent. Moi, j'étais fille unique et mon père qui aurait voulu un fils m'avait un peu élevée comme un garçon. Je n'avais d'ailleurs pas d'amis parmi les filles de la cité, je traînais la plupart du temps avec Hugues. Il était orphelin. Ses parents, protestants, ayant été tués pendant la guerre, il avait été recueilli par monsieur de Pardaillan et avait échoué à mon heure où il vivait parmi les gens du gouverneur. Nous étions du même âge. Les garçons de la cité le mettaient à l'écart parce que c'était un étranger, comme les filles m'ignoraient parce que j'étais un garçon manqué. Nos deux solitudes s'étaient croisées alors que nous avions à peine 8 ans et depuis la porte de Bordeaux jusqu'à la porte de Montluc,
Tout le monde avait une anecdote à raconter sur la fille du passeur et le petit orphelin. J'étais très heureuse comme ça, des parents aimants, un compagnon de jeu, un confident tout à moi, c'était le bonheur parfait. Mais un jour, Hugues m'annonça son départ. Monsieur de Pardaillan repartait en campagne et le prenait comme valet. Il avait 14 ans et il devait devenir un homme en se frottant aux horreurs de la guerre. Je fus inconsolable et à travers mes larmes, je vis encore longtemps la silhouette de Hugues disparaître sur la route du Puch, ouvrant pour moi une période d'attente, de crainte, d'inquiétude qui dura 2 ans jusqu'à ce que la paix fût signée et qu'enfin le retour de Hugues soit possible. Alors que tous les matins je montais en haut des murs et j'observais l'horizon dans l'espoir de voir un groupe de cavaliers, enfin un nuage de poussière plus conséquent que d'habitude annonçait une troupe importante et bientôt je reconnus les couleurs de Pardaillan. Je courus à la porte de Montluc pour voir défiler les soldats de retour et espérer apercevoir Hugues parmi eux. Je n'eus pas à attendre longtemps. Aux côtés de M. Pardaillan chevauchait un jeune homme fringant dont le visage s'illumina d'un immense sourire dès qu'il m'aperçut. Il sauta de cheval plus qu'il n'en descendit et me prit dans ses bras pour me planter une bise sur la joue, comme nous le faisions souvent enfants. Monsieur de la Force et Rohan avaient quitté Nérac pour rejoindre Tonneins. C'est près de nos murs, dans la plaine, qu'un escadron de Vignoles prit contact avec l'avant-garde des Huguenots amenés par les 2 fils de Monsieur de la Force, Montpouillan et son frère le marquis. Nous entendirent alors les cris de Monsieur de la Force qui arrivait au secours de ses fils. « Ça, ils nous aboient, ils sont à nous, chargeons !» Surpris, les cavaliers du roi tournèrent bride pour s'en aller chercher l'appui de 2 autres escadrons dans le champ d'à côté et firent mine de monter à l'assaut. Ils furent aussitôt salués de quelques mousquetades, mais à cause de l'humidité due à un fort orage, les armes étaient en mauvais état et pour donner le change à l'ennemi, Monsieur de la Force se mit à hurler. « Ne tirez pas avant que je ne vous le dise !» Les trompettes royales sonnaient la charge, mais les escadrons s'arrêtaient à 20 pas, tandis que Monsieur de la Force les provoquait en leur criant « Ça, viens, allez, viens !» et que les mousquetades en mouchaient 4 ou 5. Les 2 troupes demeuraient face à face, et Monsieur de la Force, pénétrant dans le champ, fit faire à son cheval, à la barbe de l'ennemi, plusieurs passades, et tenta, aidé de ses 2 fils, d'assurer la retraite de Monsieur de Rohan qui continua son chemin vers Tonneins. Le 13 juillet, le roi partit de Bergerac pour venir mettre le siège devant Clairac, qui, après avoir fait soumission, avait décidé de résister. Surpris en chemin par un violent orage qui avait fait déborder le Tolzac et la Torgue, Louis XIII faillit se noyer et se trouva contraint de trouver refuge au château de Haute-Vigne, où il passa la journée avant de rejoindre Tonneins pour y établir son quartier général et diriger les opérations contre Clairac. Le siège dura jusqu'au 5 août. La reine et la cour, venues de Bordeaux, assistèrent au bombardement de la ville le 30 juillet. Les troupes royales avaient subi des pertes sévères. La ville fut frappée d'une contribution de guerre de 150 000 livres et 4 habitants furent pendus. Le roi poursuivait sa reconquête. Il coucha le 9 août à Port-Sainte-Marie et séjourna 3 jours à Jeun avec la reine avant de se diriger vers son objectif suivant, Montauban. Pardaillan s'arrêta à Gensac, où il fut reçu par les consuls. Il était persuadé que rien ne lui résisterait, pensant être le plus considéré et le plus estimé. Monsieur de Savignac, un huguenot fanatique, s'alarma de cette venue et craint pour sa vie. Aussi, après avoir prié Dieu dans un bois pour le supplier de lui inspirer ce qu'il convenait de faire, il prit la décision d'aller droit à Gensac et de se défaire de Pardaillan. Monsieur Desgrouat, qui l'accompagnait, rapporta à Hugues les derniers moments de son père adoptif. Notre Seigneur était dans la maison de l'avocat Noz, en train de rédiger des courriers pour appeler les personnages les plus importants de la région à revenir dans l'obéissance du roi. Quand des pas, dans l'escalier, nous alertèrent de la venue d'un groupe d'individus. Pardaillan se saisit d'un pistolet et alla ouvrir la porte de sa chambre où un prêtre, son valet de chambre et moi-même l'entourions. Il se retrouva face à des hommes armés, menaçants, qui ne lui laissèrent pas le temps de demander ce qu'il voulait. Des coups de feu éclatèrent qui couchèrent d'abord raide mort notre maître, avant de se retourner vers le reste de la compagnie. Le prêtre succomba, le second,
Moi, je parvins à sauter par la fenêtre et j'entendis dans mon dos le cri d'effroi du valet qui, j'imagine, venait de recevoir un coup de mousquet dans les reins en tentant de me suivre. Je parvins à fuir et je me réfugiai dans une grange où je me cachai. De là, je pus observer la suite des événements. Le corps de notre infortuné maître fut porté sous la halle, mis sur des fagots, où il fut exposé plusieurs heures. Je vis même M. de Savignac, qui se vantait de son succès, être rejoint par M. de Théobon, qui ne se formalisa pas de voir le corps de son beau-père, et se mit à palabrer avec celui qui venait de l'Auxire. Bassompierre commença par demander à la jurate d'Agen 30 000 pains, 600 pelles, 300 pics, des haches, diverses outils et de la poudre. Devant la tiédeur de la réponse, il menaça de cantonner ses troupes devant les faubourgs de la ville. Les Agenais se hâtèrent alors d'envoyer les fournitures demandées. Pendant ce temps, M. de Schomberg avait commencé l'investissement de la cité. Nous pouvions voir du haut des murs les soldats ouvrir la tranchée pour y établir les batteries. Le 17 novembre, le bombardement commença. Bassompierre était à Aiguillon, on l'informa de la prise d'un moulin près de Monheure. Il décida de renforcer le dispositif par les régiments du Piémont, de Normandie et de Champagne. Il fit loger à Puche les chevaux légers. Pour parachever l'investissement de la ville, il s'empara des 2 bateaux sur la Garonne, servant aux assiégés pour le ravitaillement. Il en arma un pour le combat et plaça 2 régiments sur la rive droite avec de l'artillerie. Bassompierre jubilait. Il pensait que l'affaire allait vite être pliée. Il écrivit plus tard « Nous pensions que cela allait être un siège que nous allions dévorer sans le mâcher. » Le samedi 12 décembre, après 25 jours d'une héroïque résistance, M. de Mirambeau, vêtu d'un long manteau noir, une branche de laurier blanc à la main, et le vicomte de Castets, dans un long manteau rouge, s'avancèrent en haut des murs et firent signe qu'ils voulaient parlementer. Ils descendirent dans le fossé pour s'entretenir avec M. de Montespan et demandaient que l'on dressât les articles de la capitulation. La réponse du roi fut cinglante, il s'écria. « Il ne faut point d'articles pour de tels gens, qu'ils se rendent à merci. » Il finit toujours par accorder la vie sauve aux gentilshommes et la sortie des 260 soldats. Bâton blanc à la main, mais il permit le pillage. Elle attendait Hugues depuis plus d'1 heure. Ils avaient rendez-vous pour la dernière fois en haut du mur de cet endroit qui avait abrité leurs premiers émois et avait vu au fil de toutes ces nuits partager grandir la flamme de leur amour. Il arriva enfin, elle reconnut de loin sa démarche. Puis dans la clarté de la lune, sa silhouette se dessina et enfin, elle embrassa du regard ce corps robuste qu'elle avait tant de fois serré dans ses bras. Dès qu'il la vit, un sourire éclaira son visage et ses yeux pétillèrent malgré l'épuisement. Hugues avait été de tous les assauts et avait tenu la parole donnée à Pardaillan en restant aux côtés du capitaine jusqu'au bout. Il l'avait tenu dans ses bras et avait recueilli son dernier soupir quand la broue avait reçu un coup de boulet mortel. Elle s'assit, il s'allongea à ses côtés et posa sa tête sur ses genoux. Ils restèrent silencieux comme si ce moment suspendu dans le temps était le dernier qu'ils partageaient. Hugues, avant que nous franchissions une de ces portes, je dois te confier un dernier secret, et après tu décideras si nous rejoignons les troupes ou si nous prenons la barque. Elle prit sa main et la guida jusqu'à son ventre. Là, sous ta main, une nouvelle vie est en train d'éclore. Je porte ton enfant. Ma grand-mère disait que les fleurs ont besoin de beaucoup d'amour pour faire des graines et donner la vie. Moi, j'ai eu droit à tant d'amour que la vie est venue sans crier garde, et voilà qu'aujourd'hui, cette vie, je te la confie, à toi son papa, pour que tu l'aimes et que tu la protèges. Un flot de larmes se mit à couler. Il s'agenouilla, embrassa tendrement le ventre de Fleur. Aucun mot, aucun son ne put sortir de sa bouche, tant l'émotion l'étranglait. Il se vêtit, Fleur l'imita, il l'embrassa longuement, prit sa main et se dirigea vers la porte côté Garonne, là où la barque du grand-père les attendait. Ils montèrent à bord alors que les premiers cris s'élevaient dans la ville, que les troupes du roi investissaient. Hugues poussa l'embarcation qui s'éloigna dans une demi-obscurité de la berge. Les cris redoublaient, des flammes illuminèrent le ciel. Monheure brûlait. Ils avaient choisi la vie.